Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec Hervé Lehmann qui a quitté la robe de magistrat pour enfiler la robe d'avocat. Et il est auteur de ce livre, L'ère de la calomnie, aux éditions du Cerf. Et oui, enfin, Hervé Lehmann est avocat maître. Hervé Lehmann est avocat depuis 30 ans, donc il y a prescription, quoi. Voilà, encore un récidiviste, comme disait Dupond-Moretti. Non, c'est un livre passionnant, très très intéressant et très agréable à lire. C'est une histoire de la diffamation. Effectivement, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un traite quelqu'un est prêt à utiliser tous les mensonges, raconter n'importe quoi. Et surtout, et on va en parler avec Hervé Lehmann, c'est cette espèce de récidivisme, c'est-à-dire que quand on va sur quelqu'un, on reste sur lui. Enfin, il faut tuer la bête. Donc on la déchiquette, on la déchire, on fait tout. Alors, justement, Hervé Lehmann, c'est intéressant parce que vous avez pris vraiment... Il y a Oscar Wilde, bien sûr, le procès d'Oscar Wilde et tous les procès, on va en parler. Émile Zola, l'affaire, bien sûr, l'affaire Dreyfus, que Joseph Caillot, je cite, parce que Roger Salingro, qui en est mort, on va en parler, Victor Kravchenko, au moment où qui avait osé dire qu'il y avait des camps de travail en URSS et qui s'est fait laminer, ratiboiser, Jean-Marie Le Pen, bien sûr, Robert Faurisson, le négationnisme, etc., Charlie Hebdo, bien sûr, et Charlie Hebdo s'est aussi allé jusqu'à la mort, parce qu'il y a eu ce qu'il y a eu, Bernard Squarcini, effectivement, il faut rappeler, et Denis Baupin et Éric Brion. Là, c'est l'époque du balance ton porc, c'est beaucoup plus récent, vous êtes à la MeToo. D'abord, Hervé Lehmann, qu'est-ce que vous avez choisi, sur quels critères vous avez choisi justement les héros, je dirais, ou les victimes de ces affaires de diffamation? Alors, ce sont 10 grands procès, en fait, qui jalonnent le XXe siècle, un petit peu avant et un petit peu après, mais qui jalonnent le XXe siècle et où, à chaque fois, on a un homme qui se trouve un peu ballotté par l'histoire. Parce que tous ceux que vous venez de citer, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, la torture en Algérie, la guerre d'Algérie, et puis maintenant, et jusqu'à aujourd'hui, effectivement, avec le phénomène Balance ton porc, MeToo, etc. Donc ce sont des histoires où il y a un homme, parce qu'il se trouve qu'à l'époque c'était des hommes, il n'y avait pas beaucoup de femmes dans les histoires, mais un homme, et cet homme, son honneur est mis en cause. Et il est mis en cause dans un contexte historique très très fort. Précis, oui. Voilà, c'est ça qui m'a conduit dans le choix. Alors, le premier qui est celui d'Oscar Wilde, c'est un petit peu différent parce que c'est un procès, c'est une histoire extraordinaire quand même. Oui. C'est-à-dire que c'est une histoire d'arroseur arrosé. Qui est tout à fait extraordinaire. Il engage... Racontez, oui. Voilà. Oscar Wilde est accusé par Lord Queensberry d'être homosexuel dans une Angleterre qui n'accepte absolument pas l'homosexualité. Plus que puritaine. Et une Angleterre qui envoie en prison les homosexuels. Et Oscar Wilde fait un procès en disant c'est pas vrai, je ne suis pas homosexuel. Ses avocats lui font jurer. Il jure devant cet avocat, je vous jure qu'il n'y a rien de vrai dans l'accusation d'Oscar Wilde, de Lord Queensberry, lorsqu'il dit que je suis sodomite, puisque c'est l'expression qui est employée à ce moment-là. Et en fait, le procès tourne à la catastrophe, parce que au fur et à mesure, Oscar Wilde, finalement, va presque avouer spontanément qu'en réalité, ce qu'il aime, c'est les jeunes garçons. Voilà. Et donc, non seulement il va perdre son procès en diffamation, mais ensuite, aussitôt, il va être poursuivi, lui, pour homosexualité, condamné à 2 ans de prison ferme. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est lui qui déclenche les hostilités, enfin de ce point de vue-là. Voilà. C'est lui c'est vraiment l'histoire de l'arroseur. C'est ça. C'est lui qui met l'huile sur le feu. Quoi. Exactement. Et ça va finir par 2 ans de prison, et en fait derrière sa décrépitude et sa mort très jeune. Terrible. Et le dernier procès que je raconte, qui est celui de Denis Baupin, c'est un peu la même histoire, sauf que la fin n'est pas aussi tragique. Mais c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que Denis Baupin engage un procès en diffamation contre les femmes qu'il accuse de harcèlement sexuel. Je rappelle que Denis Baupin, c'est l'ancien secrétaire général des Verts. Enfin, exact, oui, tout à fait. Qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Et donc il engage un procès en diffamation contre Sandrine Rousseau et les autres cadres des Verts qu'il accuse de harcèlement sexuel. Et le procès tourne à sa déconfiture, puisque finalement il y a un jugement qui le condamne lui. Alors que c'était lui le plaignant. Donc il faut faire très attention quand on engage un procès en diffamation. Et nous, les avocats, on le sait bien, on pense toujours à Oscar Wilde, parce qu'on sait que pour engager un procès en diffamation, il faut être sûr. Mais alors justement, dites-moi, l'affaire Dreyfus, c'est autre chose. Émile Zola, c'est pas lui qui a engagé un procès, je crois.
Absolument. Émile Zola, c'est lui qui est poursuivi par le ministère de la Guerre, à l'époque ça s'appelait le ministère de la Guerre, par le ministère de la Guerre, parce qu'il a critiqué le Conseil de guerre dans l'affaire Dreyfus. Donc là, il est poursuivi. Et alors je décris, c'est un peu technique, mais je décris comment le procès est verrouillé en fait dès le début. Il fallait l'honneur de l'armée, il fallait surtout atteinte au moral de l'armée. Absolument. C'était ça. Donc le procès est verrouillé et lui aussi va être condamné à 2 ans de prison et il va s'enfuir en Angleterre. Pour éviter la prison, la peine de prison. Pour éviter la prison. Et il reviendra lorsque la vérité commencera à éclater sur l'affaire Dreyfus. Et c'est alors. Comment on pourrait définir, alors, à la fois en termes juridiques, mais en fait général, la diffamation? Qu'est-ce que c'est que, à partir de quand, par exemple, moi, mettons au micro de Sud Radio, je diffame? Qu'est-ce que c'est? À partir de quand? Parce que des fois, on attaque, on défend, etc. La diffamation commence quand? Alors, la diffamation, c'est quand vous imputez à quelqu'un un comportement contraire à l'honneur ou à la réputation. Exemple très simple. En 4 mots. Paul a volé une pomme. Je dis que Paul, que je désigne, a commis un acte contraire à l'honneur et à la réputation, puisqu'il a... c'est un voleur. Puisqu'il a volé une pomme. Voilà. Ça, c'est la diffamation. Paul a volé une pomme. C'est aussi simple que ça, la diffamation. Attendez, si je suis sûr que Paul a volé une pomme... Alors, vous avez raison, c'est là où ça se complique un petit peu derrière. C'est que vous n'avez pas le droit de dire Paul a volé une pomme si vous ne pouvez pas le prouver. Mais si vous pouvez prouver que Paul a volé une pomme, vous pouvez l'écrire. C'est important. C'est-à-dire que si j'accuse quelqu'un, si je n'ai pas de preuve, je diffame. Exactement. C'est ça. Exactement. En revanche, si vous avez la preuve, vous pouvez dire que Paul a volé une pomme. Et c'est tout le débat, c'est toute l'éthique des journalistes tous les jours. Dire qu'est-ce que je peux dire, est-ce que j'ai les preuves qui me permettent de dire ça ou pas. Bien sûr. Et tous ces procès en diffamation, c'est souvent ça. C'est-à-dire, vous m'accusez d'avoir volé une pomme, qu'est-ce que vous avez comme preuve Mais alors justement, c'est très intéressant parce qu'on a vu que ce soit dans tel ou tel procès, c'est qu'il dit oui, c'est de la diffamation. Et souvent, c'est vrai, mais effectivement, l'absence de preuves tangibles. La preuve, c'est quoi? Ça doit être extrêmement... C'est quoi la preuve? C'est tangible? Ah oui, la preuve, elle doit être complète. C'est pas, voilà, c'est pas des petits bouts il suffit pas de dire j'ai entendu dire que Paul a volé une pomme. Il faut vraiment que vous puissiez prouver les choses de manière complète avec des témoins, par exemple, qui viennent dire moi j'ai vu Paul voler la pomme. C'est ça. Voilà. Il faut que vous puissiez faire la preuve complète. Si vous ne faites pas la preuve complète, il y a la diffamation. Alors, il y a encore après, ça se complique encore un petit peu. Il faut bien que les avocats travaillent. Ça se complique. Sinon, ce serait encore un chômage non partiel. Et voilà. Donc ça se complique encore un petit peu, c'est-à-dire que les journalistes peuvent encore faire la preuve de leur bonne foi. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire j'ai pas la preuve complète, mais j'ai fait un travail sérieux. J'ai fait un travail de journaliste. J'ai enquêté, etc. Voilà, j'ai enquêté sérieusement. J'ai donné la parole à Paul pour qu'il puisse s'expliquer. Et j'ai donné tous les éléments sur l'affaire. Donc là, on peut aussi s'en tirer quand on est journaliste. Voilà. Alors justement, ce qui est très intéressant avec les mains dans votre livre, c'est qu'au fond, ces procès, enfin les gens que vous avez choisis, éclairent, et c'est formidable, c'est le miroir qui réfléchit dont parlait Cocteau, et reflète une époque de notre société, un temps de notre société. Que ce soit Oscar Wilde sur l'homosexualité, que ce soit Émile Zola, l'affaire Dreyfus, l'armée, touche pas à l'armée, etc. Joseph Caillot, bien sûr, le meurtre de Caillot. Mais je voudrais qu'on vienne sur cette époque incroyable de communisme, horizon indépassable de notre temps, disait le marxiste, disait Sartre, et Viktor Kravchenko. Je pense que nos auditeurs ne se rappellent pas ou ne connaissent pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'était exemplaire, cette histoire. Alors Kravchenko était un haut fonctionnaire soviétique. Et à la fin de la guerre de 40, il passe à l'ouest, comme on dit. Il passe aux États-Unis, et là il écrit un livre dans lequel il... Vers 48-49, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, à peu près. Il écrit un livre dans lequel il raconte sa vie, ce qui à la limite n'est pas passionnant, mais ça s'appelait J'ai choisi la liberté. Exactement. C'est ça. Oui. Et surtout, il décrit tout ce qu'est le stalinisme. L'omnipuissance du Parti communiste, l'omniprésence de la police secrète, les goulags, les massacres, les camps de travail. Les camps de travail. Il décrit tout. Ce qu'on n'appelle pas encore les goulags, le massacre des koulaks ukrainiens. Il y a quand même des millions et des millions de gens qu'on a
tué volontairement. C'est vrai, des millions de morts. Des millions de gens, des millions de morts qu'on a fait mourir de faim. C'est absolument tragique. Et il raconte, c'est poignant ce qu'il raconte. Voilà. Et lorsqu'il sort ce livre en France, toute la presse communiste se déchaîne et dit ce que dit Kravchenko est faux. Kravchenko est un menteur. C'est un agent de la CIA. Et d'ailleurs, c'est la CIA qui a écrit le livre, c'est pas lui. Voilà. Et il va engager donc lui un procès en diffamation. C'est lui qui fait le procès. C'est lui qui fait le procès. Et dans ce procès, c'est absolument extraordinaire parce que vous avez toute la... On disait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est comme même ça, toute la bien-pensance de gauche qui va défiler pour dire mais comment peut-on dire ça ? Il y a un évêque qui vient dire mais moi j'ai rencontré Staline, mais c'est un homme tellement bon, tellement franc, tellement droit, voilà. Toute l'intelligentsia, toute l'élite de l'époque, c'était des prix Nobel, des ministres communistes, enfin tout le monde vient défiler. Et de l'autre côté, il n'y a pas un seul intellectuel de droite qui vient déposer pour Kravchenko. Pas un. Même pas Raymond Aron, même pas François Mauriac. François Mauriac écrit même quand même, c'est pas bien de trahir son pays quand même. Il est soviétique, il ne devrait pas critiquer son pays, c'est pas bien. Voilà. En fait, c'était la prégnance extraordinaire de l'idéologie marxiste à l'époque. Absolument. On ne touchait pas à ça, c'était sacrilège, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est après la guerre, on a un parti communiste qui est extrêmement puissant, qui est pas loin de 30% des voix aux élections. Qui est auréolé de sa participation à la résistance, même si c'est une participation un peu tardive, mais enfin, c'est mieux vaut tard que jamais. Hein. Le pacte, on s'appelle du pacte germano-soviétique. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Mais comment ça a fini, juste le procès ? Alors Kravchenko, finalement, il gagne son procès, mais il gagne son procès avec un jugement, et puis après ça, un arrêt de la cour d'appel, qui disent, bon, la presse communiste ne prouve pas que vous n'avez pas écrit le livre et que vous êtes un agent de la CIA, mais quand même c'est pas terrible ce que vous avez écrit. Hein. C'est ça. Il n'y a pas de preuve, mais quand même. Quand même c'est pas terrible. Êtes douteux. Exactement. Vous êtes douteux. Donc il gagne son procès, mais du bout des doigts. Et d'ailleurs, toute la bien-pensance communiste et puis les compagnons de route et même au-delà des compagnons de route va continuer finalement jusqu'à Solzhenitsyn à dire mais non c'est pas vrai. Le stalinisme, c'est très bien. Il n'y a pas de goulag, il n'y a pas de camp de concentration. Oui, il a fallu attendre Solzhenitsyn 20 ans plus tard. Quoi. Voilà, il faut voir la une de l'humanité le jour de la mort de Staline. Nous avons perdu notre père, c'est tellement épouvantable. Les poèmes de Paul Éluard, Aragon, etc. Mais vous savez, j'ai relu un certain nombre de la presse de l'époque. Enfin, j'étais gosse. Voilà. C'est incroyable. C'est Kravchenko, mais si vous dites Kravchenko, vous dites mais agent de la CIA, payé. Absolument. Absolument. Et aujourd'hui, quand on relit son livre, on s'aperçoit que tout ce qu'il dit est vrai et a été prouvé, établi et même pour partie reconnu d'ailleurs par l'Union soviétique. C'est pour ça que c'est très intéressant parce que justement, le procès reflète la réalité de ce temps et des mentalités de ce temps. Et c'est pour ça que votre choix, on va continuer à en parler des autres, de Jean-Marie Le Pen, de Faurisson, de Charlie Hebdo. Et là, c'est d'une actualité aujourd'hui encore très forte. Et puis le reste, on va en parler juste après ces informations. Juste un mot. Vous avez choisi aussi, on va en parler de Faurisson, qui est l'autre côté, qui est vraiment le négationnisme, etc. Est-ce qu'en général, juste une réponse avant notre interruption, et puis on va reprendre, est-ce qu'en général, les gens qui ont été diffamés ont gagné leur procès ? Dans votre livre, je parle. Ah, écoutez, je dirais que ça se partage à peu près... Moitié-moitié. À peu près. Ça se partage à peu près également. Et en général, et dans la vie ? Et dans la vie aussi. C'est à peu près... Alors, je dirais que aujourd'hui, les tribunaux sont de plus en plus protecteurs de la liberté de la presse. Donc, ils sont de plus en plus... souple avec les journalistes de plus en plus. Mais enfin, il reste quand même que on ne peut pas dire non plus n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la présomption d'innocence se transforme en présomption de culpabilité. Oui, ce qui est malheureusement souvent le cas. Ouais. Merci beaucoup, Maître Lehmann. Je rappelle votre livre, L'ère de la calomnie aux éditions du Cerf. André Berkoff, on vous retrouve dans quelques instants avec la culture qui est, elle, dans tous ses états. Et Céline Alonso, vous allez parler de Billie Holiday, de musique, de jazz et de racisme. Allez, à tout de suite.